Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Tessa Volkin, je suis comédienne. Je représente l'association AAFA, Actrices et Acteurs de France Associés, donc association qui s'est créée il y a 5 ans maintenant, le 7 septembre 2014. Et dans cette association dans laquelle on travaille par commission, il y a plusieurs commissions qui parlent de la parité. Il y a eu la première commission il y a 4 ans qui a été créée par Marina Tomé et moi-même, qui était la AFA Tunnel de la comédienne de 50 ans. Une seconde qui est AFA Soutien et qui est sur le harcèlement, et qui a été créée suite à toute l'affaire Weinstein dont vous avez entendu parler, j'imagine. Et puis une troisième commission qu'on vient de créer, qui est la commission Parité et Égalité. Voilà, et de tout ça, on va parler par la suite. Bonjour ou rebonjour, je suis Laurence Lascari, donc productrice. J'ai créé il y a 11 ans une société qui s'appelle De l'autre côté du périph' et qui est basée à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Et bien, je produis pour la télévision, le cinéma. Vous avez peut-être vu l'Ascension en salle ou le documentaire Nos mères, nos darons aussi qui était passé sur France 2 dans la case infrarouge. Et je suis ici en tant que coprésidente du collectif 50-50, qui est un tout jeune collectif qui travaille sur tous les sujets liés à l'égalité au sens large, parce que chez nous, il est question d'intersectionnalité, c'est quelque chose que l'on pratique dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Donc moi, je m'appelle Valentine Aliraki et je travaille au CNC, au Centre National du Cinéma, à la direction du cinéma, où je dirige le service de l'agrément, s'il y a des producteurs dans la salle, peut-être que ça vous dit quelque chose, et de toutes les aides automatiques aux producteurs et aux distributeurs. Alors d'abord, il a fallu trouver un titre pour cette table ronde, et puis j'en ai un petit peu marre du terme égalité femmes-hommes. Alors je vous ai proposé ce titre-là, et vous l'avez accepté. Donc le cinéma français a-t-il entamé sa révolution féministe ? Pourquoi je dis ça ? Parce que je trouve que le cinéma français n'a pas été très ébranlé par l'onde de choc de l'affaire Weinstein. Je dis ça, je ne suis pas la seule du tout à le penser. Mais par contre, on a une image qui a fait le tour du monde, cette fameuse image du 12 mai 2018 où 82 femmes du cinéma, français mais pas que, montent les marches du 71e Festival de Cannes pour appeler à la parité et à l'égalité salariale. Et on a un peu le sentiment qu'il y a une espèce de point de rupture à ce moment-là, où ça devient vraiment un sujet pour le cinéma qui n'était pas du tout à la pointe Enfin, c'était pas vraiment saisi du sujet d'égalité. Je pense qu'il y avait des domaines, des disciplines culturelles qui étaient peut-être un peu plus conscientisées à ce moment-là. Mais là, tout d'un coup, il y a un truc fort qui se passe et qui ne porte pas particulièrement sur les violences sexuelles, on pourra y revenir. Donc depuis 2018, le sujet des inégalités femmes-hommes s'est fait une place de choix à l'agenda du cinéma et de l'audiovisuel français, tant du côté des professionnels que des pouvoirs publics, sous l'impulsion déterminante du collectif 50-50, on y reviendra. Il s'est fait une place au niveau national, mais aussi au niveau régional. Une des preuves en est cette table ronde d'aujourd'hui. Et donc, pour faire le pont aussi avec la journée du 7 mars qui avait été organisée par la DRAC des Pays de la Loire, donc en partenariat avec les Fameuses, qui est un réseau de femmes expertes ou en situation de responsabilité dans l'Ouest et en particulier sur la métropole nantaise, tout secteur confondu, dont je fais partie. Donc cette journée qui avait été prévue organisée en partenariat avec la DRAC, une des premières choses dont on avait discuté avec la DRAC, c'est bon, ok, on fait une journée en région, c'est super, mais c'est quoi les chiffres en région ? Or, ils n'en disposaient d'aucun. Alors, ce n'est pas une particularité de la DRAC des Pays de la Loire. À ma connaissance, il n'y a pas de DRAC qui produit de statistiques sur les questions d'égalité femmes-hommes au niveau régional. Donc, en fait, ils se sont attaqués au sujet. Ils ont pris une étudiante d'assez haut niveau pendant pratiquement 1 an. Et l'étude qui a été initiée à ce moment-là, en fait, quelques mois, au début de l'année, vient d'être publiée. Elle est disponible sur le site de la DRAC, donc du ministère de la Culture. Et je vais vous donner quelques chiffres
issu de ça, puisque on parle beaucoup des données nationales. Alors, pas de surprise, en 2018, dans la région des Pays de la Loire, les femmes représentent 25% des responsables de cinéma, 19% des responsables de sociétés de production. Et au sein des 6 festivals soutenus par le CNC, dont 3 à Nantes, la part des femmes en 2018 est de 22% pour les longs métrages programmés, 20 à 24% pour les films en compétition selon qu'on est en cours ou en long métrage. D'ailleurs, contre toute attente, les 20% c'est en cours et les 24% en long. 18% de femmes pour le palmarès, 47% des membres du jury, donc on voit que la parité a fait sa place, mais seulement 26% des intervenantes ou invitées aux différents événements, tables rondes, discussions, etc. Donc ces chiffres, comme on peut le voir, ne présentent pas d'exception notable par rapport aux données nationales. Et ils viennent confirmer le constat sans appel qui avait été réalisé initialement quand même. Moi, je mets un point de départ et un focus très fort sur le rapport fait par le Haut Conseil à l'égalité sur les inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture, qui a été publié en février 2018 et qui a été quand même le point de départ qui a été un accélérateur de la mise à l'agenda de ce sujet et de l'appropriation par tout un tas d'acteurs, que ce soit au niveau national ou dans les régions. Ce rapport, que dit-il sur le cinéma et l'audiovisuel? Alors qu'elles sont majoritaires dans les écoles de cinéma depuis plus de 10 ans, donc on pourra y revenir, mais quand on parle il y a une nouvelle génération, ça fait quand même plus de 10 ans que les femmes sont majoritaires dans les écoles de cinéma. Les femmes ne comptent plus que 30% de la population active du secteur, se concentrent dans quelques métiers, sont moins payées, moins aidées, moins programmées et, in fine, moins récompensées. Donc, pour faire bouger les lignes, une mobilisation forte, je ne sais pas pourquoi ça fait ça de son temps, c'est la carafe. Une mobilisation forte s'impose de toutes et tous, à tous les échelons. Cette table ronde va essayer d'apporter sa première pierre avec un chantier qui, je l'espère, sera fructueux. Et avant de commencer les échanges, j'ai demandé en fait à chacune des invitées de choisir un son ou une vidéo ou une image qui avait de l'importance pour elle, enfin voulait dire quelque chose par rapport à ce sujet que nous traitons aujourd'hui. Alors Laurence m'a un peu délégué son travail parce que quand on a échangé sur le sujet, je lui ai parlé du podcast La Poudre, donc, qui a été créé par Lorraine Bastide, dont un certain nombre d'entre vous doivent connaître. Et en fait, Laurence a été interviewée longuement par Lorraine Bastide, qui mène des entretiens assez longs et poussés, qui à la fois sur le parcours des femmes et leur expérience en tant que femmes dans leur métier. Et elle a fait une série dédiée au cinéma. Et Laurence faisait partie du casting. Donc Laurence m'a dit: si tu veux, tu choisis un extrait du podcast, ça sera très bien. Donc c'est ce que j'ai fait. Et on va l'écouter tout de suite. Il ne s'agit pas de brider les imaginaires. Il s'agit de laisser la place aux autres talents pour qu'ils puissent s'exprimer et pour qu'ils puissent raconter ces histoires-là, qui ont le potentiel pour toucher le public. Parce que ça devient... l'attente est vraiment extrêmement forte pour des récits en phase avec la société. Tu parlais pas spécifiquement des femmes. Et justement, je vais en venir en fait à ma première question. Pour ceux qui te connaissent, en tous les cas, ou quand on s'intéresse à ton parcours, la première chose qui apparaît, c'est ta préoccupation pour la diversité, les quartiers populaires, etc. Et moi, je me suis demandé, qu'est-ce qui t'avait amené à prendre ta place avec autant d'engagement au sein du collectif 50-50, qui, tu le dis, peut-être traite des questions d'égalité au sens large, mais en tout cas qui a clairement attaqué par le versant femmes-hommes. Donc je voudrais t'entendre sur le sujet. Alors c'est vrai que quand je me suis lancée il y a un peu plus de 10 ans, assez naturellement, de par ce que je suis, de par l'endroit d'où je viens, je me suis dit que j'allais me consacrer à changer les représentations, à raconter d'autres récits. C'est un peu ce que je dis dans le podcast, faire émerger des talents, mais plutôt liés
aux notions de quartier populaire. Même si dès le début, quand même, je dis, je vais promouvoir la diversité au sens large. Et dans cette notion de large, j'inclus également la diversité des genres. Mais c'est vrai que les premiers projets que j'ai soutenus, les premières actions, ça touche quand même au sujet des quartiers populaires, la diversité ethno-raciale. Je dis au sujet en sachant que ma manière de faire, c'est justement de ne pas en faire un sujet et plutôt aller vers de l'universel en incluant tout le monde. Et pourquoi j'ai rejoint le collectif 50-50 ? Ça a été un cheminement progressif. Déjà en 2015, j'ai présenté un concours qui s'appelle Créatrices d'avenir. D'ailleurs, j'invite les femmes chefs d'entreprise à s'y intéresser parce que je trouve que c'est une bonne visibilité et puis ça peut donner un coup de pouce pour des projets. Et là, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie responsable, il y a la catégorie innovation, il y a la catégorie aussi femmes dans un métier d'homme, il y a la catégorie quartier populaire. Et j'en suis arrivée à me dire, mais dans quelle catégorie je vais me présenter ? Je ne savais pas trop, puisque en fait, je pouvais entrer dans différentes catégories. Et en m'intéressant à la catégorie femmes dans un métier d'homme, d'ailleurs, je crois que je me suis présentée dans cette catégorie, j'ai commencé à prendre conscience que, effectivement, je faisais un métier d'homme, parce que dans les faits, ce que disent les chiffres, c'est que dans les producteurs, il y a 20% de femmes. Et c'est vrai que j'avais conscience de mes autres handicaps, puisque voilà, je suis jeune, je suis noire, je suis originaire de banlieue, et je suis gauchère. Et en plus, je suis une femme. Et c'est pas en fait, dans les freins que j'avais pour être crédible dans mon métier, c'est pas la première chose à laquelle je pensais. C'est des choses qu'on vit, mais on ne le verbalise pas forcément. Voilà, le fait de ne pas pouvoir entrer dans certains cercles parce qu'on n'est pas un homme, tout simplement. Donc c'était des choses que je vivais au quotidien. Et la première prise de conscience, ça a été ça. Quand j'ai fait mes recherches, je me dis, waouh, il n'y a que 20% de femmes qui font ce métier-là. La deuxième étape de prise de conscience, c'est l'ascension. Après, le sexisme, tout ça, évidemment, j'en avais conscience et il y avait beaucoup de choses qui m'agaçaient beaucoup dans la représentation des femmes dans les films. Mais à titre personnel, ce qui a fait que je me suis engagée, la deuxième chose, c'est quand j'ai produit l'Ascension, puisque donc c'est un film qui coûte 5,5 millions, c'est le premier long métrage que je produis en tant que productrice déléguée. Et là, en fait, je pénètre un nouveau monde. Et puis, il y a plein de gens qui viennent me féliciter. Waouh, bravo ce que tu as fait, c'est incroyable. Et puis, des femmes qui viennent me voir, des jeunes productrices comme moi qui me disent, mais comment tu as fait ? Et puis, des femmes que je respecte beaucoup aussi, qui étaient là depuis plus longtemps que moi et qui ont fait plus de choses que moi. Et à force qu'on me dise ça, je commence à regarder et je me rends compte qu'effectivement, des femmes productrices, déjà, ne produisent pas des films de ce budget-là. Je fais partie d'une exception. Et alors, de surcroît pour un premier film, etc. Et puis, le troisième élément, c'est évidemment l'affaire Weinstein. Parce que là, quand ça sort, j'en discute avec une amie productrice. Et d'ailleurs, ça nous donne l'idée d'un long métrage qu'on est en train de développer. Et puis, ça me donne envie de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais j'ai envie de faire quelque chose. Et quelques temps après, je reçois un mail d'invitation à la première réunion, la réunion fondatrice du collectif 50-50. Donc j'y vais vraiment pour ce sujet féministe en me disant, voilà, c'est génial, il y a quelque chose qui est en train de s'organiser. Donc j'assiste à cette première réunion et c'est comme ça que je tombe dedans, on va dire, puisqu'après je n'ai pu quitter l'association jusqu'à en devenir coprésidente par la suite. Et ce qui m'a tout de suite plu en fait dans l'approche, c'était cette dimension intersectionnelle de dire on va pas lutter pour faire une meilleure place aux femmes dans l'industrie en ignorant en fait toutes les autres inégalités qui existent. Donc quand j'ai ressenti vraiment un soulagement d'entendre ça, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait des femmes qui étaient blanches, qui venaient d'un milieu plutôt favorisé, qui avaient fait de très bonnes écoles, qui
contrairement à d'autres, je pense à deux réalisatrices qui sont vraiment à la pointe de tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est Céline Sciamma, Rebecca Zlotowski. Contrairement aux autres réalisatrices, elles touchent des bons salaires, leurs films sont bien diffusés, etc. Mais de voir qu'elles décident de mettre en fait leur notoriété et leur pouvoir aussi au service de quelque chose qui est bien plus grand que leur propre préoccupation à elles, oui, je ne suis pas respectée, etc. C'était bien plus grand que ça et c'était aussi user de leur pouvoir pour aider d'autres personnes et donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Merci Laurence, mais je vais te redonner le micro parce que maintenant je pense qu'il faut expliquer un peu comment est né le collectif 50-50, quelle mission il s'est autoproclamé, autodonné, et puis comment tout ça a avancé, quoi. Parce que quand même c'était qu'en janvier 2018, donc ça fait 1 an et demi. Mine de rien, la cause a quand même pas mal avancé, même si elle est encore gigantesque, mais c'est pas du tout rien passé sous l'impulsion du collectif 50-50. Le collectif 50-50 est né suite à l'affaire Weinstein donc, et au mouvement MeToo qui en a suivi. Et au départ, c'est 5-6 femmes qui s'appellent, s'envoient des messages et se demandent comment elles peuvent rebondir sur cette déferlante, sur ce début de conscientisation pour en faire quelque chose d'efficace, une action qui a un impact au sein de l'industrie. Et donc, c'est comme ça qu'elles décident chacune d'ouvrir son carnet d'adresse, de décrocher le téléphone. Et il y a une première réunion en non-mixité qui a eu lieu en janvier. Donc, on était une 40aine de femmes, tout profil, des réalisatrices, des actrices, des productrices, des distributrices, des directrices de casting. Enfin, c'était vraiment un spectre, des techniciennes aussi, un spectre vraiment assez représentatif. Et donc on a commencé à échanger sur ce qu'on avait envie d'y mettre, ce qu'on avait envie de faire. Suite à ça, il y a eu une première étape, c'était des ateliers. Donc toute une journée au CNC, on a réfléchi, on a travaillé. On était divisés en plusieurs groupes, plusieurs thématiques qui nous semblaient être intéressantes. Comment on mobilise les pouvoirs publics, comment on va aussi mobiliser les acteurs privés, les sujets de diversité, la distribution. Enfin, il y avait vraiment différents ateliers. Et c'est comme ça que ensuite il y a eu cette idée d'une action forte au Festival de Cannes et cette montée des marches que vous avez vue au Festival de Cannes qui a eu un impact énorme en France et partout dans le monde et qui derrière nous a permis d'arriver avec une position incontournable pour pouvoir discuter derrière et obtenir des choses. Le collectif se positionne comme un action tank. Ça veut dire que le but, c'est pas de réfléchir, c'est plutôt de mettre en œuvre des moyens, des actions pour obtenir des choses. Donc on est vraiment tourné vers l'action. Et le moyen d'agir, en fait, c'est de produire de la donnée. C'est de s'appuyer sur des chiffres, des données qui soient incontestables pour pouvoir derrière aller obtenir l'égalité. Et donc c'est des études sur... dernièrement, il y a eu le monde de la critique, il y a eu aussi le secteur de l'animation, les festivals exactement. Et ensuite, à partir de ces études, ça nous permet d'avoir des chiffres et de pouvoir demander, exiger, négocier des objectifs d'amélioration. Et donc à Cannes, il y a eu cette montée des marches et il y a aussi eu la signature de la charte du collectif 50-50. Et cette charte, donc, qui a été signée par plus de 1500 personnes aujourd'hui, ce qu'elle demande au festival, c'est d'une part plus de transparence sur les comités de sélection et d'autre part qu'il y ait une parité dans les équipes qui sélectionnent les films, tout simplement parce que on doit prendre en compte la subjectivité lorsqu'il s'agit d'évaluer un film, d'évaluer une œuvre, on l'évalue à l'aune de ce qu'on est, à l'aune de nos expériences. Et
on demande au festival de tenir compte de ça en ayant une équipe paritaire. Et enfin, la troisième chose, quand on parle de transparence, on leur demande aussi les chiffres, de faire des statistiques genrées. Donc, nombre de films reçus, combien de films réalisés par des femmes, nombre de films sélectionnés. Et grâce à ça, ça permet en fait de pouvoir suivre, de pouvoir monitorer, comme on dit avec des anglicismes, sa progression et aussi parfois de comprendre pourquoi il y a peu de femmes sélectionnées, peut-être parce qu'il y a eu peu de femmes qui ont envoyé des films, pourquoi, enfin voilà, on est dans des outils qui nous permettent de trouver des solutions et d'améliorer notre industrie et les pratiques des festivals. Donc suite à cette action à Cannes, on a continué le travail en décidant d'organiser avec le CNC. Il y a eu une table ronde aussi à Cannes organisée avec le CNC. Et dans les coulisses, on travaillait avec le CNC, le ministère de la Culture, à la préparation d'assises qui ont eu lieu en septembre l'année dernière et d'un outil qui permettrait d'inciter les producteurs, les réalisateurs à embaucher des équipes qui tendent vers la parité. Et comment on incite un producteur ? Bien, avec de l'argent, tout simplement. Et donc, on a mis en place un bonus de 15% du fonds de soutien. Alors, il ne faut pas que je me trompe, à chaque fois que je me trompe. Du fonds de soutien. Ah, d'accord. Oui, donc en effet, une des mesures phares de ces premières assises de la diversité l'année dernière, ça a été donc de créer un instrument incitatif pour les producteurs à avoir des équipes plus mixtes, donc qui atteignent la parité au niveau des... Donc c'est les chefs de poste qui sont concernés, et également, évidemment, productrices, réalisatrices, scénaristes. Ça compose un petit barème de 10 points. Sachant que la réalisatrice a 2 points et les autres personnes 1. Et donc les films qui atteignent ces 5 points sur 10, donc qui ont une équipe paritaire, se voient octroyer en effet un bonus de 15% sur le fonds de soutien qui est investi par le producteur sur la production de ce film. C'est-à-dire que, mettons qu'il est prévu de mettre 100 000 euros de son fonds de soutien dans la production du film, et bien le CNC va rajouter 15 000 euros. Donc c'est un petit plus pour on va pas dire le féliciter, parce que c'est pas forcément le terme qui convient, mais pour lui dire c'est bien, t'as été attentive justement à avoir une équipe un petit peu plus représentative du monde, quoi, de l'ensemble de la diversité des talents. Et donc on accorde comme ça une majoration de l'argent qu'il peut investir sur son film. Et donc ça a été mis en place au début de l'année. Maintenant, c'est quelque chose qui est opérationnel pour tous les genres de films. Au départ, c'était que pour la fiction et l'animation. Et là, depuis l'été, c'est également pour le documentaire, où c'est un petit peu adapté, parce que c'est pas forcément les mêmes... par exemple, les chefs costumiers ou les chefs décorateurs, il n'y en a pas dans le documentaire. Et depuis le début de l'année, il y a à peu près un quart des films qui ont bénéficié de ce bonus. Voilà. Et donc, c'est la première année, donc on n'a pas encore d'éléments de comparaison, mais ça permettra dans les années futures de voir comment cette donnée évolue. C'est un bonus cinéma. Oui, c'est pour le cinéma. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est en discussion sur l'audiovisuel ? Je sais pas si... C'est en discussion, mais c'est pas trop à l'ordre du jour parce que comment dire, il y a trop d'œuvres, enfin ça serait trop lourd à mettre en place. Donc pour l'audiovisuel, c'est un de nos chantiers. On essaie de trouver d'autres moyens de faire bouger les choses, notamment avec les chaînes directement, et aussi parce que c'est un autre rapport de force, puisque les chaînes aussi commandent les œuvres auprès des producteurs, donc elles ont un pouvoir qui est très important. Et aussi avec le CSA, on regarde comment on peut les associer, ce qu'on peut faire ensemble pour proposer des choses innovantes, mais il y a peu de chances que le bonus soit dupliqué à l'audiovisuel. Alors, on se rend compte qu'en fait, l'entrée souvent bataille des chiffres, elle a le mérite d'être assez efficace parce que
Parce que quand on parle de chiffres, on se heurte pas directement à la question de nos éducations, nos imaginaires, nos stéréotypes intégrés. On en a tous et c'est utile tous les jours d'avoir des stéréotypes parce que c'est ce qui nous permet aussi de penser plus vite les catégorisations du monde. Et du coup, c'est assez efficace et c'est rassembleur, je pense, et c'est ce qui fait aussi la force du collectif 50-50, c'est que il y a beaucoup de métiers qui sont représentés. Donc la question de la parité a vraiment été un outil fortement mis en avant et travaillé. Mais moi, je m'interroge sur c'est quoi l'égalité ? Enfin, on peut s'interroger collectivement sur c'est quoi l'égalité entre les femmes et les hommes. La parité, c'est un outil parmi d'autres, mais il y a d'autres sujets aussi de l'égalité. Mais par contre, c'était embêtant parce que j'ai loupé un truc que je voulais vous montrer. Moi, je vais revenir dessus quand même, parce que sur la parité, c'est vraiment rassembleur au point que un certain nombre d'hommes ont mis en avant, ont utilisé leur célébrité pour taper du poing sur la table. Et Valentine, en fait, a choisi une vidéo, justement, donc n'a pas été introductive parce que ça s'est passé comme ça, fluidement, entre toutes les deux. Mais j'ai trouvé que cette vidéo permettait vraiment de placer la question de la parité de manière un peu frontale, mais redoutablement efficace, puisque, a fortiori, portée par un homme. Ça me fait un peu mal de le dire, mais c'est quand même terriblement vrai. Est-ce que les festivals ont un sexe ? Est-ce que les personnels dirigeants des festivals ont un sexe ? Ça, c'est une question simple. Oui. Ça fait à peu près 25 ans que mes films sont dans les festivals. J'ai vu l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. Je n'ai pas vu de femme à la tête des festivals. Si on va toujours citer Telluride, elle va finir par nous faire un procès. Donc voilà, je pense qu'il y a un problème là. Arrêtons de réfléchir à des choses comme le sexe des films, ça n'a pas de sens. Interrogeons-nous sur des choses simples, des choses qu'on peut compter. J'en fais juste une affaire d'égalité et de justice. L'égalité, ça se compte. La justice, ça s'applique. C'est très très simple. Après, on commencera à être un peu sérieux et peut-être qu'on évitera des aberrations comme ce 20 contre 1. Voilà. Non, on n'applaudit pas, on agit. Et ça, je vais enfin me tourner vers toi quand même, parce que justement, je pense que ce qui était intéressant de t'avoir parmi nous aussi aujourd'hui, c'était d'ouvrir la question de l'égalité à d'autres champs qui, en tous les cas, sur des champs qui peuvent difficilement se réguler par la question par le moyen, l'instrument de la parité. Et du coup, ah oui, quand même, si, la parité pour les comédiennes de 50 ans. Ah, alors, pourquoi pas. Et donc, je vais te passer la parole pour t'entendre justement sur ton engagement qui date pas d'aujourd'hui et encore moins d'hier, sur ces sujets-là. Et puis, après, on parlera plus spécifiquement du tunnel de la comédienne de 50 ans. Et avant, on montrera le film, on n'oubliera pas, je le dis tout haut, parce que sinon, je vais l'oublier. Oui, l'engagement, il se fait forcément très tôt, puisque quand on est comédienne et comédien, d'abord, on est toujours les oubliés. Les comédiennes et les comédiens sont très souvent oubliés dans ce métier, même si c'est eux qu'on voit, évidemment, le plus, au final. Mais là où c'est intéressant, c'est de savoir que dès l'école, je parle de théâtre évidemment, dès les écoles de théâtre qu'on fait, l'injustice commence. La parité n'existe pas, puisque même si on va prendre à égalité 20 garçons, 20 filles dans une école, que ce soit de cinéma d'ailleurs ou de théâtre, puisque j'étais il n'y a pas longtemps à l'INA, enfin bon bref, pour un colloque aussi, et il y a forcément beaucoup plus de filles qui passent les concours que de garçons, que ce soit dans tous les conservatoires nationaux, dans toutes les écoles privées de théâtre ou dans les écoles de cinéma, même si on nous dit qu'on va prendre à chiffre égal, sachant que dès le départ, ça n'est pas égal, puisqu'il y aura en général 70% de filles pour 30% de garçons qui passeront les concours. Voilà, en gros, peut-être que j'exagère, c'est peut-être 35, 65, mais ça, c'est la réalité, donc déjà au départ. Sachant qu'en plus, bon alors pour les chiffres des réalisatrices, tout ça, ça a été dit, mais qu'évidemment, il y a beaucoup moins de rôles pour les femmes, pour les jeunes filles, que pour les hommes. Au départ, quand on a 20 ans, en fait, c'est à peu près égal. Quand on sort de cours de théâtre, que ce soit au cinéma ou au théâtre, on est
on va dire, à peu près dans une égalité. Très vite, cette égalité n'existe plus, et je parle de chiffres évidemment. Je ne parle pas encore des salaires, puisque là, il n'y a pas d'égalité, soyons clairs. Hein. Dès le départ, il n'y en a pas, on est à 20 ou 30% de moins que les hommes. Ça, c'est clair et net. Pourquoi? Alors là, j'en parlerai plus tard si vous voulez. Mais en tout cas, disons que très vite, à partir de 30 ans, l'inégalité arrive au niveau des rôles, féminins et masculins. Et plus on vieillit, moins évidemment il y a de rôles pour les femmes et plus il y a de rôles pour les hommes. On sait bien que les hommes mûrissent et les femmes vieillissent. Hein. C'est un terme classique, on dit souvent. Personnellement, je n'ai aucune envie de mûrir, je ne suis pas une banane, je suis une femme et je vieillis effectivement. Et ça ne me dérange pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien savoir pourquoi les hommes sont de plus en plus beaux quand ils sont mûrs et les femmes sont obligées de se trafiquer de plus en plus. C'est encore une chose dont on parle rarement, mais qui existe. Évidemment, on parlera plus tard du tunnel de la comédienne de 50 ans. Donc, l'égalité n'existe pas dès le départ, mais l'inégalité, de toute façon, elle est dans le métier d'une façon générale. On a aussi à la AFA, la commission diversité, on a beaucoup de commissions sur tous les sujets. Elle existe, de toute façon, l'inégalité existe dès le départ avec notre métier, puisque dès le départ, nous sommes un peu la 5e roue du carrosse. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'au CNC, où nous avons beaucoup, on vous a beaucoup sollicité, eu très peu de réponses, malheureusement. Et c'est très compliqué, puisqu'effectivement, des études genrées sur les comédiennes et comédiens, il n'y en a pas du tout, ou alors noyées dans la masse. Et on en demande, on en redemande, on se bat énormément et on est peu entendu. Mais ça vient, puisque depuis 5 ans qu'on se bat, ben, les choses commencent à avancer. En tout cas, nous, on n'a aucune subvention dans pour notre association. Donc on se bat de toutes nos forces, de tous nos points, et on avance. Sur l'égalité, c'est compliqué, mais on avance aussi, on commence à se faire entendre. C'est-à-dire que, évidemment, la première chose qu'on nous oppose, de la part des scénaristes et des réalisateurs, c'est qu'il faut laisser place à l'imaginaire. Alors, moi, ce que je réponds en général, eh bien, on ne va pas vous obliger à écrire pour nous, les filles, les femmes, etc. On ne va pas vous obliger. On va juste vous demander d'ouvrir un tout petit peu votre imaginaire. Et on est dans une société où les femmes sont là, où elles avancent. Et ce que vous faites dans les films, dans les téléfilms, dans l'audiovisuel d'une façon générale, n'est absolument pas représentatif de notre société. Ça, c'est clair. Et nous, les femmes, on est soit un objet sexuel, quand on est jeune, si on correspond à certains critères bien précis, et ça commence dès les cours de théâtre. Après, ça va encore, on devient les mères, donc ça va encore, et puis arrive une période, et ça j'en parlerai après, qui est celle de la pré- et de la ménopause, un mot qui était un peu jugé grossier jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à ce qu'on le prononce haut et fort. Oui, à partir du moment où on est ménopausé, on n'existe plus. Et pourtant, les femmes, à partir de 45 ans, 50 ans, sont dans une puissance totale, et par tout ce qu'elles ont fait, par leur expérience, et aussi par le fait qu'elles n'ont plus à s'occuper des enfants, et puis elles ne s'occupent pas encore des parents, parce qu'ils ne sont pas encore trop vieux, donc tout va bien. C'est ce moment-là où on peut vraiment exister. Donc voilà, bon, je ne vais pas non plus m'étaler 2 heures là-dessus, puisque c'est des sujets qu'on abordera petit à petit, mais en tout cas, sachant que, et ça c'est des chiffres, dans notre société actuelle, être une comédienne, c'est quelque chose de très difficile, et ça l'est de plus en plus, et on disparaît de plus en plus. Oui, je crois que je voulais te poser une question, en fait. Ouais. Vu la réalité que tu nous décris, si tu as une fille ou une jeune fille que tu aimes, une nièce ou autre, qui te dit qu'elle veut faire du théâtre ou être actrice, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire qu'elle va devoir se battre énormément. Alors évidemment, je ne parle pas si en plus tu es noir, arabe, asiatique, ça c'est le double plafond de verre, ou handicapé, hein, puisqu'on parle rarement du handicap, mais donc chez nous il y a aussi une commission par rapport à ça. Et quand tu es une jeune fille et que tu vas être comédienne, eh ben, tu vas te battre. Mais comme nous, on s'est battu, et puis... alors après, je trouve que maintenant, on a franchi certains pas, puisque justement, on parle de tout ça. On parle de plus en plus de cette différence, du fait que les femmes, les comédiennes, ont moins de rôle que les hommes, à tous les niveaux, hein, que ce soit dans le théâtre classique, dans le théâtre contemporain. Ça bouge un peu, mais regardons un peu les choses en face. Combien de centres dramatiques sont gérés par des femmes en France?
Voilà, il y a des chiffres. Regardons les autrices qui se battent là-dessus. Oui, alors le mot autrice, qui a fait tellement bondir tout le monde. Ah, ce mot, c'est horrible, je ne peux pas l'entendre. Ah ben si, mais il existait déjà il y a très longtemps. Et puis quand il y a eu l'académie, ils ont décidé qu'il fallait l'enlever parce que les femmes ne savaient pas écrire, ne pouvaient pas écrire. Et le mot autrice vient du Moyen-Âge. Donc à un moment, voilà, actrice, directrice, tout ça, voilà. Et nous, les actrices, eh bien, on a appris à se battre. On a appris à se battre, on a appris aussi à créer, à imaginer qu'on est capable de créer. Par exemple, il y a une chose qui a été très étonnante dans notre métier. Donc, quand on a créé la AFA, on a décidé qu'il y aurait la parité déjà au niveau de la présidence. Donc, on est 2 coprésidents, une femme et un homme. Olivier Citruc et moi-même. Voilà, on a fondé cette association ensemble, et donc on était les 2 premiers coprésidents. Eh bien, pendant 1 an, les gens disaient de moi que j'étais vice-présidente. Il y avait le président, Olivier Citruc, et la vice-présidente, Tessa Volkine. Alors, je disais non, je suis... Et j'ai mis quelques temps à oser changer les choses. En fait, moi j'étais féministe de tout temps, famille de femmes, ma grand-mère, ma mère, ma sœur, moi on était des féministes, mais sans y réfléchir, parce que on n'en avait pas besoin d'y réfléchir forcément. On était dans une époque où être féministe était naturel, on n'y pensait pas. Et puis quand il y a eu la... Alors, je fais beaucoup de choses, etc., mais quand il y a eu la AFA, et qu'on était donc coprésident et coprésidente, il y a eu cette première année où tout le monde disait « Oui, et donc Tessa Volkine, la vice-présidente ?» Alors je faisais « Non, coprésidente. Hein? Ah oui, c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. » Et en fait, plus je me suis mise à parler, plus j'ai réalisé qu'en fait, il y avait très peu de femmes présidentes dans les associations. Les hommes étaient toujours présidents et les femmes étaient secrétaires. Vraiment. Non mais vraiment. Parce que c'est des rôles, des postes qu'on ne prend pas. Et dans les compagnies, eh ben, il y avait beaucoup de compagnies avec hommes et femmes, puis il y avait le metteur en scène, puis les comédiennes, et puis l'assistante, on est souvent assistante, etc., etc. Et nous, les comédiennes, on ne prenait pas le pouvoir. Déjà, on est comédien, donc on n'a pas de pouvoir, normalement. Mais en fait, on n'a pas le choix. Comédiennes et comédiens, hein, d'ailleurs, ce n'est pas que les comédiennes, mais nous, encore plus. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut monter des compagnies, monter des collectifs, et puis s'affirmer, et puis devenir autrice, et puis devenir metteuse en scène, et puis etc., etc., parce que sinon, on n'existe pas. Alors quand on est jeune, jolie, fraîche, etc., ou qu'on est, en tout cas qu'on a des rôles enfin, on a des physiques qui correspondent au rôle attendu, ça va. Ça mis à part, moi dans les années 80-85, j'entendais parler des jeunes actrices comme des actrices Kleenex. Hein, on prend et on jette, elles sont toutes pareilles, elles sont toutes ravissantes, on leur fait faire un film, 2 films, puis après, hop, elles disparaissent. C'était un terme qui me tuait. Après, il y a eu le terme intermittente. Mais intermittent du spectacle, ça c'était pareil, ça me rendait dingue parce que moi je ne me sens pas intermittente, je suis comédienne. Et pareil, c'est une lutte en permanence. Et avec la AFA, on a pris conscience que la parité, l'égalité n'existait pas. On le savait déjà de façon obscure, mais on n'en parlait pas. Mais subitement, on s'est mis à en parler avec d'ailleurs la AFA tunnel de la comédienne de 50 ans. On a commencé à prendre conscience de cette problématique. Certes, ça concernait plus, a priori, les femmes de 45 ans, etc., etc. Enfin, à partir de 45 ans, 50 ans. Mais subitement, on a pris conscience que ça se passait dans l'ensemble du métier, quoi. Et que ça commençait effectivement dès les cours de théâtre. Ne serait-ce que par rapport au rôle que les professeurs nous proposaient. C'était incroyable. Si tu étais blonde aux yeux bleus, ça allait. Enfin, ou brune aux yeux noirs, mais mignonne, etc. Si tu avais un physique un peu plus... on va dire, alors on te disait, tu es original. Moi, par exemple, on me disait, oh, mais toi, tu as un physique original, avec une voix, ma pauvre, avec ta voix, tu bosseras pas avant. Waouh, tu as une personnalité, c'est bien, mais bon. Alors je faisais, ah oui, mais bon, mais vers 40 ans, 50 ans, tu travailleras. Tu fais, oui, alors d'ici là, je vais faire comment? Non, mais. Et c'était la réalité, c'est-à-dire qu'effectivement. Bon, et après, en fait, on travaille parce qu'évidemment, on se bat, puis on travaille, et que ni notre physique, ni notre voix, ni rien ne gêne. En fait, il faut juste se battre comme une folle. Donc, à une jeune fille qui veut être comédienne maintenant, je dis, mais vas-y, fonce, c'est génial de vouloir être comédienne. C'est génial d'être comédienne. C'est un métier magnifique. Non, mais vraiment, comme plein d'autres métiers d'ailleurs. Après, c'est une bataille permanente, mais comme d'autres métiers d'ailleurs. Est-ce qu'on monte la vidéo du tunnel de 50 maintenant, hein? Après, donc on parlera spécifiquement de la question des actrices de 50 ans et plus.
et comment elles font justement pour s'en sortir et qu'est-ce que ça pose comme problème. Et puis après, on évoquera aussi d'autres sujets liés à l'égalité, des chantiers peut-être à venir, ceux que vous avez dans votre besace, et puis peut-être d'autres qui seront sauvés par la salle ou par moi au besoin. Voilà. Mais non. Or plus puis oui qui temps s'explique tout temps par et bref. Mais non. Or plus puis oui qui temps non. Or plus mais non. Puis or oui qui par temps puis oui qui voilà temps par tout temps par voilà non. Oui. Donc et pas. Voilà, alors, bon, Maud me demandait comment cette initiative est venue. Eh bien, écoutez, on avait déjà fait un premier film qui parlait de cette problématique, c'est-à-dire qu'en France, effectivement, une femme sur deux a plus de 50 ans, enfin très exactement 51% de la population majeure sont des femmes. Et on a commencé par faire un comptage avec la Fatunnel, la comédienne, puisqu'il n'y avait pas d'études, comme je vous l'ai dit. Donc on s'est dit, alors je parle vraiment du cinéma là, je parle pas de la télé parce que là, voilà. Donc on a fait nous-mêmes un comptage, c'était en 2015, et on s'était aperçu avec une grande surprise que dans les fictions au cinéma, il y avait 8% de personnages féminins de plus de 50 ans. En 2016, c'était extraordinaire, il y en avait 6%. Donc là, on s'est dit qu'il fallait quand même agir. Et donc, effectivement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que tu parlais du plafond de verre pour les femmes de façon générale, mais pour les femmes de plus de 50 ans, c'est encore plus terrible. Pour nous, les comédiennes, encore plus. Et donc, ça, c'est une problématique qui a été évoquée par Marina Tomei, qui est arrivée à la AFA un an après que c'était créé, qui m'a dit, mais quoi faire? Moi, j'ai beaucoup travaillé comme comédienne au cinéma. Marina Tomei, c'est celle sur laquelle finit l'image, la dernière personne. Voilà. Et donc, elle m'a dit, il faudrait parler de ça, est-ce que tu ne veux pas créer une commission? J'ai dit, l'avantage de la AFA, c'est qu'on en est nous-mêmes acteurs. Et donc, tu veux faire une commission là-dessus, eh bien vas-y, monte-la, je vais t'aider à la monter, donc on l'a montée ensemble. Voilà. Et à partir de là, on s'est mis à réfléchir, on a donc fait d'abord ces comptages, parce qu'effectivement, tant qu'il n'y a pas de chiffres, personne n'y croit. Maintenant, on a des chiffres.
Et donc on a eu envie de montrer que les femmes, de montrer à quel point les femmes de 50 ans, les comédiennes de 50 ans, étaient vivantes, vivaces, et avaient beaucoup de choses à montrer, à dire, à raconter, même si là ça ne parle pas, parce que c'est un mannequin challenge. Donc voilà comment ça a été conçu. Morgane a proposé ça, Morgane qui est comédienne et qui donc a réalisé ce mannequin challenge, et qui fait partie du tunnel à la commission. Sachant que dans ce tunnel, enfin dans cette commission, il y a aussi des hommes, il y a des femmes qui ont moins de 50 ans. Donc voilà, hein, c'est pas, il n'y a pas que des femmes qui en font partie, au contraire. Heureusement qu'il y a des hommes qui sont intéressés par ça, par cette problématique. Et donc on a réalisé ça, et ça a eu... on a fait partie, on a eu le prix du public, des internautes sur sexisme n'est pas notre genre, etc., etc. On a beaucoup tourné avec, eu beaucoup de vues. Et puis à partir de là, on a aussi fait un manifeste du tunnel à la comédienne de 50 ans. Enfin, on fait beaucoup d'actions par rapport à ça. Ça nous amène aussi sur la question de la représentation et des regards. Et j'ai écouté récemment un podcast que je vous conseille également. À la fin, je vous ai fait une diapo avec quelques références pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin. Il y a un podcast qui a été d'ailleurs en partenariat avec le collectif 50-50 qui s'appelle Chicane, Cannes comme le festival, ou la ville, qui n'est pas quand même qu'un festival, et qui est animé par Iris Bray, qui a beaucoup écrit sur en particulier la question des représentations de la sexualité dans les séries, mais pas que. Et c'est la porte-parole, une des porte-paroles du collectif 50-50, je crois, elle est présentée comme ça. Et dans ce podcast qui est dédié donc aux femmes du cinéma, il y a notamment un podcast avec un épisode avec Céline Sciamma, et je voudrais vous faire réagir là-dessus parce que sur les questions de l'égalité, on glisse aussi facilement sur mais il n'y a pas de regard féminin, il n'y a pas de cinéma féminin, on pourrait le dire dans d'autres arts, hein, mais parlons de ça, il n'y a pas un cinéma féminin, les œuvres n'ont pas de sexe, tout ça. Et je trouvais qu'elle avait une approche assez intéressante parce que quand même elle parlait du male gaze, qui est quand même le regard masculin dominant, qui s'impose sans le dire en fait à tous nos imaginaires, et qui n'est pas sans lien avec l'absence de femmes, de personnages de plus de 50 ans, si ce n'est la grand-mère rassurante. La grand-mère. Alors on retrouve des rôles à partir de 65 ans, 70 ans. Oui, et puis après il y a le personnage, puis à qui on le confie. Parce que, là, c'est encore une autre une histoire. femme de 50 ans, elle peut aussi être jouée par une femme de 35 ans. Donc, oui, plutôt en général. Voilà. Et en fait, elle disait, elle parlait de l'importance de rééquilibrer justement avec un female gaze, qui ne dit pas que c'est un regard féminin unique, mais ce serait des regards de femmes au pluriel. Et elle disait à quel point, en fait, ça bride pas l'imagination, et c'est un peu ce que tu disais, Laurence, mais qu'au contraire, la perspective égalitaire pouvait être une source de régénération de la création artistique, du renouvellement des formes, etc. Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce que c'est un vrai sujet globalement dans les arts. Quand on parle d'égalité femmes-hommes, c'est ah là là, mais il n'y a qu'un truc qui compte, c'est le talent. Alors là, en général, ça cloue le bec de tout le monde, ok, c'est le talent. Mais d'abord, le talent, par qui est-il évalué? Donc effectivement, la question de la parité dans les comités de sélection, c'est pas rien. Mais aussi avec quels critères on pose, c'est quoi quelque chose, c'est quoi une œuvre qui a de la valeur artistique, enfin voilà. Et j'aimerais bien, toutes les trois indifféremment, si je pouvais réagir là-dessus. Justement, par rapport à Céline Sciamma, j'ai eu la chance de voir son film là, Portrait de la jeune fiancée, qui va sortir la semaine prochaine. Et il y avait un super portrait d'elle dans le Monde il y a je sais pas 15 jours, un truc comme ça, sur Céline Sciamma. Et en fait, la journaliste parlait de ce que Virginie Despentes avait dit de son film Portrait de la jeune fille en feu, et que je trouve très très juste. Elle disait c'est à la fois un grand film lesbien et une magnifique histoire d'amour. Et par rapport au film gaze, en fait, ça m'intéressait parce qu'elle fait un cinéma, elle en l'occurrence Céline Sciamma, qui est très marquée par cette question du regard d'une femme sur une femme, sur des femmes qui s'aiment, sur alors d'ailleurs ça pourrait très bien être d'autres géométries amoureuses, mais on sent vraiment que c'est une femme qui regarde.
Et pour autant, ça parle juste d'amour et c'est du cinéma et il n'y a pas de questions, je trouve, communautaires là-dedans, quoi. Et donc, ça, je trouvais ça très précieux. Et par rapport au cinéma féminin et à comment sont composés les comités de sélection, des choses comme ça, si j'avais choisi aussi la vidéo de Jacques Audiard, son coup de gueule à la Mostra de Venise l'année dernière, c'est parce qu'il me semblait en effet que la direction des festivals, c'est vraiment l'endroit où il y a le moins de parité, d'égalité. Enfin, c'est vraiment, au-delà même du genre, c'est vraiment un club de mâles blancs de plus de 50 ans, quoi. Et bon, alors depuis l'année dernière, et donc la vidéo, il y a à Locarno, il y a une nouvelle déléguée générale qui est une femme. Mais en effet, une des premières actions, il me semble, du collectif 50-50, dans cette charte, ça a été de dire qu'il fallait que les comités de sélection soient paritaires. Donc ça, je pense que c'est en train d'évoluer parce qu'il y a beaucoup de festivals qui ont signé cette charte. Mais malgré tout, à la tête de ces festivals, ça ne bouge pas tellement, quoi. Donc voilà, moi je trouve que c'est quelque part plus intéressant peut-être de mettre en place une parité au niveau de la sélection, des choix, des projets. Au CNC, en l'occurrence, toutes les commissions doivent être paritaires. C'est juste la loi, on n'a pas le choix. Et même on n'a pas le choix dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on voulait mettre plus de femmes, on ne peut pas non plus, quoi. C'est absolument indispensable qu'il y ait le même nombre d'hommes que de femmes. Et il ne peut pas y avoir que des femmes suppléantes et que des hommes titulaires. Ça ne marche pas. C'est vraiment absolument égal dans tous les sens. Pour ce qui est de cette notion de est-ce qu'il y a un regard féminin ou des films de femmes, j'aurais tendance à dire oui, parce que souvent on part de soi, de sa propre histoire aussi quand on écrit des récits. On met souvent une part personnelle de son intimité, etc. Et je pense que s'il y avait plus de femmes scénaristes qui pouvaient s'exprimer, plus de femmes réalisatrices, ça changerait d'une part les récits, donc il y aurait plus de rôles, je pense, féminins, et aussi la manière dont les femmes sont caractérisées à l'écran. Sur la manière, je vous donne un exemple, en audiovisuel, donc quand on fait nos ateliers, on échange avec des auteurs, des directeurs, directrices de collection et quelques réalisatrices qui sont présentes, parce que c'est encore pire en côté fiction audiovisuelle que cinéma. Et en fait, on se rend compte que sur des séries, par exemple, une série Plus belle la vie, enfin peu importe, où l'épisode a été écrit par une femme, et puis il y a des scènes en fait qui ne sont pas non plus complètement détaillées. Le réalisateur joue son rôle. Et bien par exemple, si on dit, on parle d'un couple et on dit ils sont dans la cuisine, ben, bizarrement, voilà, la femme sera en train de préparer le repas, faire la vaisselle, etc. Tandis que l'homme sera tranquillement posé, ouvrir le frigo, il se servira une bière, etc. Donc c'est important aussi de donner le pouvoir aux femmes dans la construction des imaginaires. Et après, sur la notion de validation, on est quand même dans une industrie qui est très vertueuse, avec l'État qui soutient des films, des commissions, des comités dans les chaînes et aussi en région, au CNC, etc. C'est important que parmi les personnes qui décident, il y ait une parité de la même manière que le collectif demande au festival qu'il y ait une parité, parce que c'est comme ça que les films peuvent exister. Comment se fait-il qu'à la Fémis, il y ait une parité, et puis au fur et à mesure, quand on regarde les courts-métrages, combien vont réaliser jusqu'à 3 courts-métrages, combien vont réaliser un premier long-métrage, un deuxième, ben là on passe de 50% à 20%, donc il y a bien quelque chose qui se passe. On ne peut pas dire que les 30% de femmes qui disparaissent sont moins douées, enfin, ça serait un peu bizarre de penser ça. Moi j'irais un peu plus loin, je dirais d'une façon... En fait, ce qui n'est pas représenté n'existe pas. Voilà, ça c'est un constat sûr. Donc, quand on ne représente pas les femmes dans les fictions, dans l'audiovisuel, de 50 ans et plus, comment voulez-vous que dans leur imaginaire, les petites filles puissent s'imaginer devenir
plus tard quelque chose, quelqu'un de puissant, quelqu'un. Quand dans tous les films, téléfilms, etc., même et surtout dans les petits rôles, nous c'est de ça dont on parle aussi, pas que je ne parle pas évidemment des rôles principaux. Bon, effectivement, là on va tout de suite nous parler, mais il y a des femmes, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Nathalie Baye, donc l'arbre qui cache la forêt, toujours les 3, 4, 5 même, formidable, le problème n'est pas là. Moi je parle même des petits rôles, où même là, et c'est dans l'inconscient collectif, les scénaristes, les auteurs, les scénaristes hommes et femmes, inconsciemment vont écrire un juge, un avocat, une caissière, etc., etc. Non mais vraiment, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de petits rôles pour les hommes que pour les femmes dans l'audiovisuel, dans le cinéma, etc. Parce que inconsciemment, mais on en a parlé, hein, puisqu'on travaille aussi avec la guilde des scénaristes, etc., etc. Enfin, on travaille vraiment, on est vraiment en lien. On ne travaille pas contre les autres corps de métier. Hein. À la fin, on est vraiment avec. C'est-à-dire qu'on est vraiment en lien aussi avec 50-50, hein, on s'est déjà rencontrés, etc. Et on est vraiment avec, on essaye de parler de toutes ces problématiques ensemble, qui d'ailleurs se retrouvent dans tous les différents niveaux, dans tous les corps de métier, hein, on retrouve les mêmes. C'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau. Mais sauf que maintenant, on met le doigt dessus et on dit arrêtons d'opposer la création, la liberté de la création à ce qui se passe dans notre monde. Voilà. Parce que nous dire sans arrêt que oui, il faut nous laisser libres, et nous, notre liberté, elle est où? C'est-à-dire, à un moment, votre liberté, elle est aussi d'ouvrir les imaginaires. Je parle des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des distributeurs. Arrêtons d'imaginer que la femme de 50 ans n'existe pas. Elle existe, elle fait 1000 choses, elle est dans la société. Et pourquoi, d'ailleurs, à la AFA, quand le tunnel de la comédienne a commencé à mettre en place tout ce qu'on a mis en place, les journalistes les médias s'en sont emparés bien plus que de tout ce qu'on fait par ailleurs, puisqu'on fait beaucoup d'autres choses par ailleurs à la AFA, dont les journalistes, dont les médias parlent beaucoup moins, c'est parce que subitement on rejoignait un problème sociétal. C'est-à-dire pourquoi les femmes doivent-elles disparaître à partir de 45-50 ans. On a rencontré beaucoup de femmes d'entreprise qui nous disaient c'est fou de cadre, etc. Elles disaient quand on a 25-30 ans, on ne nous donne pas de poste à responsabilité parce qu'on nous dit oh, bah, vous allez faire des enfants donc vous allez être moins disponible. Je disais d'accord. Et quand on revenait vers les 45 ans, etc., on nous dit oh oui, non mais maintenant c'est trop tard, vous êtes trop vieille. Et comment se font les choses, c'est de ça dont il faut être conscient, c'est qu'après le travail, les femmes effectivement rentrent à la maison, s'occupent des enfants, et c'est pas un schéma cliché, hein, c'est un vrai schéma dont elles nous ont beaucoup parlé, et les hommes vont au café, et c'est là que tout se fait, les promotions, etc., etc. Et après, il n'y a pas de surprise à avoir là-dessus, puisque quand on sait que dans le monde, et je parle vraiment du patrimoine universel, 99% du patrimoine universel est détenu par les hommes. Voilà, et il y a 1% par les femmes. Et ça, c'est des chiffres, c'est pas en l'air, etc., etc. Donc, effectivement, le pouvoir s'apparente à l'argent, et l'argent est détenu par les hommes. Donc, l'inconscient collectif est dirigé par les hommes. Donc, et les hommes aiment les femmes jeunes et jolies. Voilà. Donc, au cinéma, on voit des filles jeunes et jolies. Et évidemment, les réalisatrices ne sont pas très nombreuses, les autrices non plus, les scénaristes non plus. Et l'inconscient collectif fait que quand les scénaristes écrivent, ils écrivent pour les petits rôles, je parle donc d'une journée, 2 journées, 3 journées, etc. Ils vont mettre au masculin sans réfléchir. Donc maintenant qu'on en a beaucoup parlé avec les scénaristes, ils disent oui maintenant, et on dit mais pourquoi mettre un genre? Quand ça n'a pas d'incidence sur le scénario, ne mettez pas un genre. Mettez il ou elle, et ne mettez pas forcément l'âge. Je vais revenir à votre action collective, enfin je sais que vous travaillez beaucoup ensemble, le collectif 50-50 et le CNC. C'est quoi vos prochains chantiers, ou en tous les cas ceux qui sont sur la table et pas forcément encore médiatisés? Est-ce que nous, on a le droit de savoir ici? Et puis ma deuxième question porterait sur ces combats-là, on les voit beaucoup au niveau national. Donc moi j'ai parlé de cette étude faite par la DRAC qui avait aussi initié cette journée, cette rencontre sur les arts et la culture en général. Mais comment vous imaginez articuler et territorialiser votre action aussi, parce que est-ce que ça passe aussi par ça? Oui, en fait, moi je pense que c'était très important ce qu'on a dit sur la nécessité de s'appuyer sur des chiffres et donc sur une réalité objective et attestée. Et donc ça, parce que je pense qu'il y a pas mal de fantasmes qui circulent sur le fait est-ce que on n'exagérerait pas un peu? Non, il y a vraiment une trop faible représentation. Alors bon, des femmes, on en parlait plus côté
des actrices et des acteurs, mais par rapport à, si on se place davantage du côté des réalisatrices, des productrices, le prochain chantier, moi, il me semble être de collecter davantage de données sur l'argent, sur les salaires, sur la masse salariale que représentent les hommes et les femmes sur les tournages. Et c'est vrai qu'on voit que, par exemple, les réalisatrices sont nettement moins payées que les réalisateurs. Je pense qu'il faut un peu systématiser la collecte de ces données pour dire là, il y a vraiment un problème. Et donc, quitte à mettre en place d'autres types de bonus, de malus, je ne sais pas encore, mais je pense que le prochain chantier, c'est ça. C'est sur la rémunération des professionnels, des techniciens aussi. Et ce qui va un peu avec, c'est le type de budget qui est accordé aux hommes et aux femmes pour réaliser leurs films. On voit qu'il y a quand même une différence assez sensible entre le budget moyen des films réalisés par les femmes et les films réalisés par les hommes. Il y a à peu près 2 millions d'écart, qui est quand même très conséquent. Donc voilà, moi je pense que ce serait bien aussi d'agir là-dessus, de réfléchir et d'agir là-dessus. Côté collectif, effectivement, on est très en demande d'avoir les informations sur le suivi, la mise en place du bonus, l'agrément aussi qui maintenant va pouvoir nous donner des informations genrées qui nous sont également très précieuses. Et bien de la même manière, on essaie de voir côté audiovisuel comment le CNC pourrait nous donner des informations sur des données genrées, en fait, dans le cadre, par exemple, de l'autorisation définitive qui est délivrée. Ça, c'est des discussions en cours. On ne sait pas si on va réussir, mais en tout cas, ça fait partie de nos échanges. Ensuite, donc, il y a, parmi les autres chantiers, donc, il y a une charte sur la distribution et l'exploitation. Là, je vous donne un petit scoop, qui a été préparé dans le cadre des ateliers distribution et qui sera prochainement signé par les syndicats de la profession à l'occasion du congrès des exploitants. Sur la diversité et l'inclusion, on a mené plusieurs ateliers au cours de l'année et donc, suite à ça, on va proposer également une charte. Alors, vous me direz, oui, mais pourquoi tout le temps des chartes bien parce que on fait comme on peut, on va dire. Côté diversité, au sens, là, on parle vraiment au sens ethno-racial du terme, eh bien, les statistiques sont interdites. Donc, on ne peut pas aller sur ce terrain-là parce que ça serait contre la Constitution. Donc, on a réfléchi à différentes manières de faire bouger les lignes et notamment l'adaptation en France de l'Inclusion Rider qui est américain et qui, en gros, l'Inclusion Rider, c'est un acteur qui est bankable et qui va mettre son pouvoir au service d'une cause pour plus de diversité. Donc il va dire au producteur, ok, moi je fais ton film, mais par contre il faut que tu me signes cet Inclusion Rider où tu t'engages à faire en sorte que les castings sur les rôles secondaires par exemple soient ouverts à tous les acteurs, que les films représentent, en fait c'est au niveau de la figuration des foules que ça représente la société. Donc si on fait un film d'époque, il ne s'agit pas de mettre des gens qui ne sont pas censés se trouver dans la cour, etc. Mais en revanche, c'est se dire, si c'est un film contemporain, il y a une foule, pourquoi il n'y aurait que des blancs dans la foule, quoi, voilà. C'est des choses assez concrètes comme ça. Et sur le recrutement aussi des équipes. Donc nous, on peut pas... on n'a pas pu le transposer tel quel parce que aussi... en France, le pouvoir n'est pas réparti de la même manière et on a besoin aussi d'avoir avec nous les réalisateurs parce que c'est eux qui vont avoir un rôle prépondérant dans le choix des équipes, dans le choix des techniciens. Donc on aborde un peu les choses différemment et on va proposer cette charte qui sera signée, on l'espère, on est en train de la faire circuler là, auprès des différents syndicats
professionnelle, mais on aimerait la signer à l'occasion de nos assises qui auront lieu le 11 octobre au CNC. Donc vous êtes tous conviés. Je vous invite à aller sur notre site, collectif 50-50. Si ça vous intéresse, je vous invite aussi, il y a plus en 2 étapes. Déjà, vous pouvez signer la charte qui est en ligne, et comme ça, vous devenez sympathisant, et puis vous recevez des informations du collectif. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également adhérer. Et nous sommes en demande vraiment d'avoir des personnes aussi qui soient même de relayer nos actions, de nous faire remonter aussi des besoins en région. Donc voilà, n'hésitez pas à nous aider à rompre ce parisianisme qui est réel, mais qui correspond aussi un peu à l'industrie. Tout est concentré en Île-de-France, mais on a envie de s'ouvrir, on a envie de pouvoir être plus présent en région. Est-ce que les structures peuvent adhérer? Oui, tout à fait. Les structures peuvent adhérer. Et par exemple, on a le Média Club L, qui est une association de femmes qui travaillent dans les médias, qui a adhéré au collectif. Donc c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, le 16 septembre, la semaine prochaine, on organise un atelier de préparation des assises, donc, qui aura lieu à Paris, mais on essaie vraiment de pouvoir disposer de temps d'échange pour être participatif. Et puis voilà, le reste du temps, on organise des ateliers et on voit au niveau politique comment ce qu'on peut mettre en place. Oui, je voulais juste rajouter une chose sur la déclinaison en région justement de cette problématique. Il y a un mécanisme d'aide régionale qui est abondé par le CNC, c'est ce qu'on appelle le 1 euro pour 2 euros. Et donc les conventions entre le CNC et la région, toutes les régions sont signées, je crois que c'est tous les 2 ans, ou quelque chose comme ça. Et donc 3 ans, voilà. Il y a de côté des meilleurs spécialistes que moi. C'est Clélas, en fait, qui est chef du service audiovisuel et cinéma à la région du Pays. Et donc je sais que là, ils sont en train de réfléchir justement sur le fait, peut-être dans les conventions au fur et à mesure qu'elles devront être signées à nouveau pour une période de 3 ans, d'inclure peut-être un volet justement sur l'égalité femmes-hommes, avec le fait d'avoir des chiffres, des données sur à qui vont les aides données, en pourcentage, hommes-femmes, quels sont les projets qui candidatent. Et voilà, donc ça je sais que c'est un sujet dans les tuyaux, en tout cas pour le rapport CNC-Région. Tout le monde est persuadé que ça change dans tous les milieux artistiques et de création, il y a de plus en plus de femmes et tout ça. Et en fait, tous les travaux des historiennes, parce que globalement c'est les historiennes qui se sont penchées sur le sujet, montrent qu'en fait, à toutes les époques, les femmes ont été beaucoup plus présentes que ce qu'on croit aujourd'hui, et qu'il y a un phénomène d'éviction des femmes qui ont été des créatrices à peu près tous les 40-50 ans. En fait, il y en a, par exemple, à l'époque de la Révolution et un peu après, il y avait énormément de femmes à la Comédie Française, et on croit qu'il n'y en a pas eu. Et du coup, à chaque fois, les femmes, quand elles reviennent, on les présente comme des pionnières, et l'histoire est tout le temps à recommencer comme ça. Donc c'est vraiment, il y a un enjeu très... C'est pour ça que c'est un continuum, parce que la question de travail matrimonial, il est hyper important en fait, et c'est un exemple ce que vous donnez, c'est comment on entre dans le patrimoine, dans l'héritage. Ce serait bien qu'on parle avec un terme inclusif, par exemple, on pourrait parler d'héritage culturel. Si on n'entre pas dans les programmes d'éducation nationale, d'ouverture à des... Eh ben, petit à petit, ces films-là, ils disparaîtront complètement. Et donc, il faut vraiment Enfin, il y a plein d'endroits où on peut œuvrer si on est motivé par le sujet. Ce qui est mon cas, vous l'aurez remarqué, mais je ne suis pas toute seule. Et là, l'action collective, elle est hyper importante, quoi. Et c'est vrai que... Enfin, donc, je ne vais pas répondre à la question parce que je ne sais pas répondre. Et je vais vous demander s'il y a un travail sur l'éducation qui est fait. Alors oui, effectivement, c'est un de nos chantiers, un de nos nombreux chantiers qui sont en cours. Et d'ailleurs, ça avait été annoncé l'année dernière par la ministre de la Culture à l'époque, Françoise Nyssen, qui donc elle avait annoncé le bonus et puis elle avait annoncé plusieurs chantiers, notamment la diversité et aussi l'éducation à l'image, parce que ce que vous évoquez, c'est quelque chose, quelque chose pour lequel on a sensibilisé
le CNC, le ministère de la Culture, donc c'est en cours, on va dire, à la fois ces deux sujets d'éducation à l'image qui est plus d'œuvres réalisées par des femmes qui soient présentées et plus largement cette notion de matrimoine dont parlait Maud à l'instant, comment on peut mieux valoriser les œuvres réalisées par des femmes. Et alors moi je ne m'occupe pas spécifiquement des dispositifs d'éducation à l'image au CNC, mais je vais interroger la personne qui gère ça, parce que je me doutais que ça pouvait être une question. Parce qu'en effet, j'avais pas ce chiffre en tête, mais je trouve ça aberrant, 4 films sur 82. Et donc en tout cas, je pense que suite aux assises de la diversité, maintenant le CNC demande aux experts qui constituent ces listes-là d'être tout particulièrement attentifs à la fois au nombre de films réalisés par des femmes, mais aussi à l'image de la femme qui est véhiculée par les films choisis, quoi. Et en l'occurrence, cette collègue qui a beaucoup d'humour, dans son mail tout à l'heure, me disait, bah oui, dans les années 50, il y avait beaucoup de femmes en tablier dans les films. Donc je pense qu'en tout cas, ils sont alertés sur le fait de faire attention à ça. Et aussi sur la dimension, enfin tout l'appareillage critique qui doit entourer justement ces films qui peuvent être inscrits dans un dispositif scolaire. Je pense qu'ils vont faire plus attention justement à mettre en perspective cette question-là, à l'interroger, à la questionner, enfin voilà, à ne pas considérer que tout est normal et que telle ou telle représentation de la femme était classique. Voilà. Donc je pense que c'est une question qui se pose, en tout cas, voilà, de plus en plus. Juste dire qu'à la fin, il y a la commission Jeunes et Après qui déjà a commencé à travailler avec des écoles de théâtre et va mettre en place avec le cinéma, mais aussi dans des écoles normales pour sensibiliser sur la place des comédiennes et sur le fait qu'elles doivent être représentées dans les films et comment, quoi. Voilà, on est là-dessus aussi. Juste pour terminer, pour rebondir sur ce que disait Valentine, si ça vous intéresse la question de l'appareillage critique, je vous invite à aller consulter un site internet qui a été lancé par une chercheuse qui s'appelle Geneviève Cellier, je crois, qui s'appelle genreécran.net, qui a une perspective féministe. C'est un site de critique de cinéma avec une perspective féministe. Alors on n'est pas dans le magazine féministe type Cosette par exemple ou Chic Magazine dont je suis moi-même lectrice, c'est super, mais là il y a une pensée critique vachement riche, avec laquelle d'ailleurs, qui peut être perturbante, avec laquelle on a le droit de ne pas être complètement d'accord, mais elle a le mérite d'exister et surtout d'être particulièrement solide. Voilà. Télérama a fait une belle série de 8 épisodes sur l'après-MeToo dans le cinéma français. Et il y a quand même des choses très intéressantes. Alors sur le théâtre, il y a déjà beaucoup de choses produites, mais puisque là je m'adresse au cinéma, à l'audiovisuel, il y a quand même beaucoup de choses. Et la question des violences, évidemment, c'est pas la seule dans la question de l'égalité, mais elle est absolument fondamentale et structurante aussi, parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles la moitié des réalisatrices, enfin des sorties des étudiantes des diplômées d'écoles de cinéma disparaissent dans la nature. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les femmes ont des difficultés à mener un parcours professionnel abouti. Et voilà. Du coup, on sait qu'on peut adhérer à 50-50 déjà. Donc nous, on peut aller vers 50-50. On va voir qui vient vers nous aussi et surtout comment est-ce que nous, on continue à travailler là-dessus. On a de la matière à penser. Maintenant, il faut qu'on se crée notre propre matière à agir.